La malle tomba du toit de la diligence et heurta la route. Personne ne sortit de la foule pour la soulever. C'était le dernier jeudi d'avril de l'année 1879. Le dégel était arrivé tôt dans cette région. Les contreforts dorés de chêne au-dessus de Coyote Crossing avaient verdi en 12 jours. C'était un vert si nouveau qu'il paraissait humide. Et le gel se retirait des ornières des chariots à 9 heures chaque matin. Le long de Cedar Creek, les aulnes commençaient à bourgeonner. Tout le comté sentait la terre retournée et l'eau froide qui coule. Susanna Cratic se tenait sur la route à côté de sa malle. Elle cherchait un homme qu'elle n'avait jamais vu. Elle avait 28 ans. Ses cheveux étaient d'un auburn doux, relevés sous un chapeau qui avait été beau 4 ans plus tôt. Et ses yeux étaient de ce bleu pâle qui semble froid. Du moins, jusqu'à ce que la personne derrière eux en décide autrement. Sa robe de voyage portait la poussière de 400 miles. Elle n'avait pris qu'un seul repas depuis Stockton. Et elle avait dépensé 12 des 18 dollars qu'elle possédait pour arriver dans cette rue. Elle avait une lettre dans son gant. Elle n'en avait pas besoin. Elle l'avait lue assez de fois sur la route pour la réciter dans le noir. « Venez en avril », disait la lettre. « J'ai une bonne maison et 40 acres de verger. Je ne suis pas un bel homme, mais je suis stable. Il y a un prêtre au carrefour qui nous mariera le jour de votre arrivée. » La porte du bureau de fret s'ouvrit. Un jeune homme sortit sur le plancher en bois, son chapeau déjà à la main. Au début, elle prit cela pour de la courtoisie. Il avait peut-être 25 ans. Son manteau était neuf. Il avait l'air rose et inachevé d'un homme à qui l'on venait de dire qu'il irait loin dans le monde. Il s'arrêta à 6 pieds du bord du plancher. Toute la largeur de la route les séparait. « Mademoiselle Cratic, dit-il. Monsieur Bill. » Il regarda sa malle. Il regarda la diligence. Il regarda les 3 hommes assis au soleil devant le bureau de fret, qui avaient cessé de parler. « Il y a eu un changement, dit-il. » Elle attendit. Elle avait appris très jeune que celui qui comble le silence épargne à l'autre la peine de le faire. « J'ai accepté un poste à l'agence de bétail de Stockton. Orun Bayel a dit que c'est une entreprise en plein essor. Monsieur Chesne a parlé en ma faveur. La réputation d'un homme dans ce milieu est importante. Vous comprenez? Il y a des attentes concernant le foyer. »« Concernant le foyer, dit-elle. Vous avez écrit que vous aviez gardé la tannerie de votre père. » Il prononça le mot tannerie comme un homme qui a été entraîné à le dire. Une tannerie. Vous l'avez écrit noir sur blanc. Je vous l'accorde. Et je n'ai pas réfléchi à ce que cela signifiait. Ma mère, elle, y a réfléchi. Le soleil était chaud sur sa nuque. Quelque part derrière le bureau de fret, un coq chantait sans cesse à la mauvaise heure de la journée. Et elle se surprit à compter ses chants. « Vous m'avez écrit en novembre, dit-elle. Vous avez écrit 7 fois. C'est vrai. Vous avez envoyé l'argent pour le voyage. 22 dollars. Il dit le chiffre rapidement. Il attendait de pouvoir le dire. Je ne le réclame pas. Je veux que ce soit clair devant ces hommes. Je ne demande pas l'argent du voyage. Non, dit-elle. Vous préférez que je l'aie. Comme ça, personne n'a à regarder ce que vous êtes en train de faire. L'un des hommes sur le plancher se mit à rire. Puis il se ravisa et transforma son rire en tout. Orun Bill remit son chapeau. C'était tout. Il remit son chapeau. Il se retourna. Il repassa la porte du bureau de fret. La porte avait un ressort qui la refermait lentement, laissant à chacun le temps de la regarder se fermer. Le cocher de la diligence, Peavy, était assis sur son siège. Il avait les mains sur les genoux. Il souhaitait visiblement être à 3 miles de là. « Madame, dit-il, je repars vendredi en 8. C'est dans 9 jours. Si vous avez de quoi payer, je vous emmène. J'ai 6 dollars. Alors je ne peux pas, dit Peavy. Et il était désolé. Mais être désolé ne changeait pas le prix d'une place. Elle se tenait sur la route, sa malle à ses pieds. Devant un bureau de fret, dans une ville où elle ne connaissait le nom que d'une seule personne. Et cette personne venait de refermer une porte derrière elle. Il y a un silence particulier qui s'installe dans une rue. C'est quand tout le monde a décidé de ne pas être le premier à bouger. Cela dure longtemps. Si longtemps que le coq abandonna. Puis un homme traversa la route. Abner Tmain était venu à Coyote Crossing ce matin-là. Il venait chercher 20 livres de clous et un baril de céruse. C'était la dernière chose dont il avait besoin. Et en réalité, il n'en avait pas besoin du tout. Il avait 34 ans. Il était grand et dégingandé, lent dans ses mouvements, avec des cheveux noirs. Il était plutôt solitaire, et ses yeux bleus étaient si profonds
que ceux qui ne le connaissaient pas le prenaient pour quelqu'un de maussade. Il avait une façon de se tenir en marge des groupes. Le poids sur un talon, écoutant, ne disant rien. Autrefois, dans le comté, on y voyait de la stabilité. Depuis 2 ans, on y voyait autre chose. 2 hivers plus tôt, la maladie avait décimé son bétail à Elk Wells. Elle était venue du sud, avec un troupeau de passage. 200 têtes qui remontaient vers le nord pour les contrats de Sacramento. Elle avait traversé ses pâturages parce que Leland Chesne lui avait demandé le droit de passage. Chesne l'avait payé $9 pour cela. $9, la courtoisie d'un homme d'affaires, et une poignée de main au bout du chemin. 3 semaines plus tard, les vaches d'Abner commencèrent à s'effondrer dans les bas-fonds. La tête plate sur le sol, les oreilles pendantes. Il avait 206 têtes à l'automne 77. Il en avait 31 au printemps 78. Un homme peut survivre à ça. D'autres l'ont fait. Ce à quoi un homme ne peut pas survivre, c'est le calcul qui vient après. Le calcul lui parvint sous la forme d'un billet de la banque de Stockton. $1180, garanti par son titre de propriété d'Elk Wells et arrivant à échéance le 1er juin. En septembre, la banque avait vendu le billet. Leland Chesne l'avait racheté, avec 4 autres du comté, à 87 cents le dollar. Il avait été agréable à ce sujet. Il était agréable en toutes choses. Il achetait des pots et du suif dans 5 comtés. Il expédiait à San Francisco. Il revendait du cuir pour harnais et bottes sur la même route, à 4 fois le prix. En 20 ans, personne n'avait pu dire de mal de lui qui tienne la route à la lumière du jour. Ainsi, Abner Taman était devenu dans cette ville un homme envers qui les gens étaient gentils. On était gentil avec lui au magasin. On était gentil avec lui au dépôt de marchandises. Autrefois, son avis sur un chargement ou une pente mettait fin aux disputes. Maintenant, les hommes attendaient poliment qu'il ait fini de parler avant de reprendre leur conversation. Il avait cessé d'aller aux réunions sur les routes en janvier. Bas par fierté, il avait simplement remarqué que lorsqu'il parlait, la phrase suivante n'avait aucun rapport avec la sienne. Ce qu'il avait à la place, c'était une maison. Il l'avait commencé au printemps 78, 3 semaines après la mort de la dernière vache. Parce qu'un homme doit avoir quelque chose à faire, autre que de rester assis dans une pièce. Elle se dressait sur la colline au-dessus du ruisseau, carrée et droite, avec une belle cheminée en pierre et un porche sur toute la façade sud. Il avait taillé les seuils lui-même. Il avait transporté les planches de la scierie à 9 miles de là, en 30 voyages. Il avait posé les vitres de 6 fenêtres. Le verre venait de Stockton, emballé dans de la paille. Il en cassa une et en paya une autre. Il ne l'avait dit à personne. En novembre, il avait écrit à un journal matrimonial de Saint-Louis. Il n'avait pas été naïf. Il avait dit ce qu'il était. Un homme avec un titre de propriété grevé d'une dette, 31 têtes de bétail, une bonne source et une maison qu'il était en train de finir. Il avait correspondu avec une veuve nommée Amanda Stiles d'Ottawa pendant 5 mois. Elle avait une écriture simple, sèche et amusante. Elle avait posé des questions sur la cheminée. Elle avait demandé si la région était aussi dénudée qu'on le disait. Il lui avait dit la vérité, qu'elle était dénudée en été et incroyable au printemps. Elle avait répondu qu'elle tenterait sa chance avec incroyable. Il termina la maison le 18 avril. Il passa la dernière couche de céruse sur la rampe du porche. Il la contempla dans la lumière du soir. Il n'y avait plus rien au monde à y faire. La lettre arriva le 22. Elle avait épousé un homme à Ottumwa. Elle était désolée. Elle était désolée depuis 3 semaines avant de pouvoir l'écrire. Et elle l'écrivit simplement, ce dont il lui fut reconnaissant. Et elle lui souhaita une longue vie dans un pays verdoyant. Il la lut 2 fois sur la route, devant le magasin. Puis il la mit dans son manteau. Il entra et acheta des clous dont il n'avait pas besoin. Il était venu en ville pour une raison, et il n'allait pas rentrer chez lui sans en avoir une. Elle était encore dans la poche de son manteau ce jeudi-là. Vieille de 2 jours, pliée en 2. Il se tenait au coin du bureau de fret, le baril sur l'épaule, quand la diligence arriva. Et il vit toute la scène. Il vit la malle descendre. Il vit le jeune homme sortir, son chapeau à la main. Il entendit chaque mot, parce que tout le monde entendit chaque mot. Et les mots pénétrèrent en lui d'une manière qu'il n'aurait pu expliquer à âme qui vive. Il savait ce que c'était que de se tenir sur une route, et de s'entendre dire, devant tout le monde, qu'on n'était pas ce que quelqu'un avait commandé. Il posa le baril sur le plancher. Plus tard,
Il ne put jamais expliquer pourquoi il avait traversé cette rue. Il n'avait aucun plan en tête. C'était un homme qui n'avait pas engagé la conversation avec un étranger depuis la mort de sa femme. Et il s'avança au milieu de Coyote Crossing, devant 10 personnes, et s'arrêta à 1 yard de sa malle. « Madame, dit-il. » Elle leva les yeux. Son menton était droit. Ses yeux étaient secs. Ce qui, pensa-t-il plus tard, était le plus difficile. « Je ne vais pas rester ici à me faire dévisager plus longtemps, » dit-elle. « Alors, si vous êtes venu pour vous apitoyer sur mon sort, faites vite. »« Non, madame. » Il ôta son chapeau, se souvint qu'il l'avait déjà fait, et ne sut qu'en faire. « Il y a une maison à 3 milles d'ici, près du ruisseau. Elle est neuve. Je l'ai terminée vendredi dernier. » Il s'entendit parler et eut l'impression d'être un vendeur. Il recommença. « Elle a été construite pour une femme qui ne vient pas. Elle a un poêle qui tire bien, un bon toit, et personne à l'intérieur. La diligence repart vendredi en 8. Vous pourriez l'utiliser d'ici là. » Elle le regarda. Derrière elle, les 3 hommes sur le plancher s'étaient avancés jusqu'au bord pour écouter. « Que voulez-vous en échange? »« Rien. Tout le monde veut quelque chose pour une maison. Alors je veux qu'elle soit habitée. » Abner dit « Elle est là, vide, et je suis obligé de la regarder. » C'était la phrase la plus vraie qu'il ait prononcée à voix haute en 2 ans. Elle lui échappa avant qu'il ne puisse l'enjoliver. Elle resta suspendue là, sur la route, entre eux. Lavina Hemphill descendit alors du magasin. 60 ans, vêtue de noir, les manches retroussées sur des avant-bras de forgeron. « Susanna Cradich, dit-elle, je tiens la pension au bout de la rue. J'ai un lit de libre. Vous pouvez l'avoir pour 2 nuits. C'est tout ce que je peux offrir gratuitement. » Le frère du prêtre a l'autre lit, et il ne part pas avant dimanche. Elle dévisagea la jeune femme de la tête aux pieds, sans se presser. « Après ça, je demanderai $1. Et vous n'avez pas de dollars à dépenser. »« Non, dit Susanna, j'en ai 6. »« Eh bien, Lavina croisa les bras. « Voilà. Y a-t-il du travail dans ce comté ?» demanda Susanna. Pour une femme qui s'est tanné une peau, il y eut un silence dans la rue. Puis quelqu'un rit. Pas méchamment. Juste le rire d'un homme qui a entendu quelque chose qu'il ne sait pas où classer. Le rire parcourut le plancher et revint. Susanna l'encaissa. Elle l'avait déjà encaissé auparavant, dans un atelier en Pennsylvanie, à 19 ans, quand elle avait demandé un établi et un couteau. Abner Twain ne rit pas. Il la regarda comme un homme regarde un mot dans une langue qu'il connaissait autrefois. « Vous savez tanner, dit-il. Mon père a travaillé l'écorce et la chaux toute sa vie. J'étais dans sa tannerie depuis que je savais porter un seau. » Elle le dit sans animosité. « Je peux classer une peau au toucher du ventre. Je peux préparer un cuir pour harnais qui durera plus longtemps que tout ce qu'on vous envoie de San Francisco. Ce n'est pas de la vantardise, c'est simplement ce que je sais faire. » Le visage de Lavina Hemphill eut alors une réaction. Personne ne la vit, sauf Abner, car il se trouvait là où il pouvait la voir. Son visage devint blanc autour de la bouche, puis se figea. « Montez dans le chariot, dit Lavina. Tous les deux. Je ne vais pas rester sur cette route pendant que ces hommes en ont pour leur argent. » Alors ils partirent. La route vers Elk Wells s'étendait sur 3 miles au sud-est, le long de Cedar Creek. Sous des chênes bleus qui sortaient leurs premières feuilles, à travers une herbe qui arrivait jusqu'au moyeu des roues. Susanna n'avait jamais vu de paysage pareil, et n'avait aucun moyen de le dire. Les collines se dressaient, d'un brun doré sous le vert, les unes derrière les autres. Elles devenaient douces et bleues au loin, et la lumière filtrait à travers les chênes en longues barres. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Abner conduisait. Lavina était assise entre eux, les mains sur les genoux. Elle posait des questions d'une voix monocorde, les distribuant comme des cartes. « Votre père est mort. Depuis 6 ans. Il a perdu la tannerie. Il l'a vendue, dit Susanna. Il y a une différence, mais pas très grande. Un acheteur est passé en 69. Il disait au métier que le tannage à l'écorce était fini, que l'avenir était dans les liqueurs rapides de l'Est. Il a acheté tout le stock de cuir de mon père pour 1/3 du prix. Puis il a dit à tous les selliers entre Philadelphie et Pittsburgh que le cuir du vieux Cratic était démodé. Elle regarda les collines. Il avait raison sur l'avenir. Il avait tort sur le cuir. Il est toujours en service. Lavina Hemphill regardait droit devant elle, sur la route. « Qu'avez-vous fait après? » « J'ai travaillé 7 ans pour un sellier du comté de Chester. Il me laissait couper et coudre dans l'arrière-boutique et mettait son propre nom sur le travail.
Susanna lissa sa jupe sur ses genoux. Ce n'était pas un mauvais homme. Il me payait 12 $ par mois. Puis son fils est entré dans l'atelier. Le fils voulait l'arrière-boutique, et il ne me restait plus d'autre place que dans une maison. Alors j'ai répondu à une annonce dans un journal matrimonial. « Et vous voilà, dit Lavina. Et me voilà. » Abner fit monter l'attelage sur la colline. Le chariot sortit des chênes, et la maison se dressa là, dans les derniers rayons du soleil. Elle était blanche. C'était la première chose. Dans un pays de planches grises et de poteaux non écorcés, elle était peinte en blanc avec une porte verte. Les 6 fenêtres captaient la lumière basse et la renvoyaient sur la pente. Le porche s'étendait sur toute la largeur de la façade sud. Il y avait une pierre au pied des marches qui avait été posée de niveau, avec un niveau à bulles. Et les bardeaux sur le toit étaient posés si uniformément qu'on aurait dit qu'ils étaient dessinés. Susanna Kratic resta assise dans le chariot et ne descendit pas. « Quelqu'un a aimé quelqu'un dans cette maison, dit-elle enfin. Personne n'y est jamais entré, dit Abner. Elle descendit alors. Elle monta les 3 marches et s'arrêta. Parce qu'il y avait une bougie sur la rampe du porche. Elle était dans un bocal en verre dont le haut avait été coupé, posé dans une soucoupe en étain peu profonde. Et elle était consumée jusqu'au bout. Autour d'elle, sur l'étain, sur la rampe elle-même, il y avait 1 an de suif. Il avait coulé et séché, puis coulé à nouveau, couche après couche, épais comme un pouce. Il avait pris la couleur gris-jaune que prend le vieux suif. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Abner était à la tête des chevaux. Il ne se retourna pas. « On peut voir cette colline depuis la route du comté, » dit-il. « À 4 miles de distance, s'il fait nuit. Je l'allumais le soir pendant que je construisais. Pendant 1 an, dit-elle. Pendant 1 an. Pour elle. Pour qu'elle reconnaisse l'endroit quand elle arriverait, dit-il. Pour qu'elle ne pense pas s'être trompée de chemin. Susanna Kratic se tenait sur ce porche, la main sur la rampe. Sous sa paume reposait une année de soirée d'un homme. Puis elle posa la main sur la porte verte, la poussa et entra. Elle était toujours debout à l'intérieur 9 jours plus tard, lorsque la diligence retourna à Stockton sans elle. Les règles furent établies ce premier soir sur les marches du porche, en moins de 2 minutes, par un homme qui les avait clairement répétées pendant les 3 miles du trajet. « Vous avez la maison, » dit Abner. « Je dors dans la cabane, comme je le fais depuis 12 ans. Je n'entrerai pas à moins que vous ne me le demandiez. Il y a du bois coupé derrière la cuisine, et la source est à 40 pas sur le sentier. Si vous voulez que je rapporte quelque chose de la ville, j'y vais le mardi. »« Et que voulez-vous en échange » demanda-t-elle. « Rien. Monsieur Tmen. » Elle s'assit sur la marche supérieure. Ses jambes avaient commencé à trembler, et elle n'avait pas l'intention de le laisser voir en restant debout. « Un homme m'a déjà dit rien aujourd'hui. Cela m'a coûté très cher. Alors donnez un chiffre ou une tâche, et soyons honnêtes. » Il y réfléchit longtemps. La lumière quittait les collines, et la première chauve-souris sortit au-dessus de la cour. Quelque part près du ruisseau, les grenouilles se mirent à coasser toutes en même temps. « Maintenez le poêle allumé, » dit-il. « Ce n'est pas un prix. Pour moi, si. Une maison froide se tasse, les joints s'ouvrent, et la peinture s'écaille. » Il regarda l'obscurité venir. « Je l'ai construite avec du bois vert par endroits. Elle a besoin d'un hiver de chaleur pour se stabiliser, et elle n'en a pas eu. C'est une vraie chose que je vous demande. » Susanna Kratic laissa échapper un souffle qu'elle retenait depuis la fermeture d'une porte de bureau de fret. « D'accord, » dit-elle. « Je peux maintenir un poêle allumé. » Elle dormit 10 heures. Elle n'avait pas dormi 10 heures depuis qu'elle était une jeune fille. La maison la réveilla avec la lumière. Elle n'y avait pas pensé en entrant. Elle était trop fatiguée pour penser à autre chose qu'au fait que le sol ne bougeait pas sous ses pieds. Mais la fenêtre était placée de telle sorte que le soleil traversait le lit à 5 heures et montait sur le mur opposé. Elle resta allongée à le regarder, sans pouvoir expliquer la sensation d'oppression dans sa poitrine. Puis elle se leva et traversa la maison, pièce par pièce, comme on lirait une lettre 2 fois. Il y avait 4 pièces. La cuisine était la plus grande, ce qui lui en disait long sur l'homme. Le poêle était de bonne qualité, d'occasion, avec la charnière de la porte fraîchement réparée. Il y avait un banc de lavage sous une fenêtre qui donnait au nord, sur la route. Elle se tint là, les 2 mains sur le rebord. Il n'y avait aucune raison au monde de mettre une fenêtre là. La belle vue était au sud, sur le ruisseau. On ne percerait cette fenêtre que si l'on avait imaginé une femme à un banc,
guettant le retour de quelqu'un sur la route. Il y avait des crochets près de la porte, à 3 hauteurs différentes. L'un d'eux était placé bas, à la portée d'une femme de petite taille. Il y avait une étagère au-dessus du poêle, trop haute pour elle de 4 pouces. Il y avait un salon avec un sol balayé, un foyer en pierre, et absolument rien dedans. Pas une chaise, pas un rideau. Il avait construit la pièce, puis s'était arrêté. Parce qu'il ne savait pas ce qu'une femme y voudrait. Et il lui avait laissé le soin de le dire. Susanna se tint sur le seuil de ce salon vide, jusqu'à ce que le poêle froid derrière elle se mette à craquer. Puis elle sortit, trouva le tas de bois, et alluma le poêle, parce qu'elle avait conclu un marché. Il était sur le seuil de la cabane à 6 heures, une tasse de café en fer blanc dans chaque main. Il avait l'air d'être là à hésiter depuis 5 heures. « Je n'ai qu'une seule assiette, dit-il. Je vois que je n'ai jamais eu l'occasion de... » Il n'y avait pas besoin de 2 de quoi que ce soit. « Monsieur Tmain, j'ai mangé sur un tonneau pendant 7 ans. Entrez et asseyez-vous. » Il entra et ne s'assit pas. Il se tint près du poêle, le dos à la chaleur, son chapeau à la main, et il regarda sa propre cuisine comme un homme dans une église où il n'a pas été élevé. Ils terminèrent le petit déjeuner. Ce ne fut pas un repas confortable, mais ce ne fut pas un mauvais repas non plus. Et 2 fois, elle le surprit sur le point de dire quelque chose, puis se ravisant. « Dites-le, dit-elle enfin. Ce ne sont pas mes affaires. Rien dans ma vie cette semaine n'a été de mes affaires non plus. Dites-le. » Bill, dit-il, ce n'est pas un mauvais homme. Je veux être honnête avec vous à ce sujet, parce que vous entendrez des gens être durs avec lui, et ce ne sera pas vrai. C'est un homme faible. Il y a une différence, et cette différence ne vous aide en rien. Mais c'est comme ça. Vous le défendez. Non, madame. Je vous dis ce qui vous est arrivé pour que vous ne portiez pas le mauvais fardeau. Il leva les yeux alors, et ses yeux étaient d'un bleu très profond et plus stable que le reste de son être. Un homme faible se fait dire quoi vouloir par la personne la plus proche. Chesney le plus proche. C'est tout ce qui s'est passé dans cette rue. Susanna posa sa tasse. 7 lettres, dit-elle. Il m'a demandé ce que je lisais. Il m'a demandé à quoi ressemblaient les mains de mon père à la fin de la journée. Un homme faible ne demande pas ça à une femme. Non, convint Abner. Il ne le fait pas. Alors il était sincère en novembre. Je dirais que oui. Alors c'est pire, dit-elle. Je préférerais être refusé par un homme qui n'a jamais été sincère du tout. Les grenouilles s'étaient tues avec le soleil. Dans la cour, un jet s'acharnait sur quelque chose dans le chêne. Abner Tmain regarda dans sa tasse, le marque au fond, puis il dit la deuxième chose la plus vraie qu'il ait dite en 2 ans. « Je sais, dit-il. Nous allons faire une petite pause. Si vous ne voulez pas manquer les nouvelles histoires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. » Il arriva à la grange à 7 heures et la trouva déjà là. Son harnais était descendu des chevilles et étalé sur le timon du chariot, comme un corps préparé pour l'enterrement. Abner s'arrêta sur le seuil. « C'est le dernier jeu que j'ai, dit-il. Je le sais, j'ai compté. » Elle ne leva pas les yeux. « Il a un jeu de harnais de travail sur cette propriété. Il a été réparé 5 fois par quelqu'un qui était pressé, et le trait gauche est maintenu par du fil de fer depuis l'automne dernier environ. Quand a-t-il cédé? 2 fois ce mois-ci. Il cédera encore mardi, dans une pente, avec une charge derrière. » Elle leva le trait. Le fil de fer transperçait le cuir comme un os à travers une main. « Celui qui a fait ça, c'était vous? C'était moi. » « Eh bien, » elle le reposa. « Vous êtes doué pour construire une maison. » C'était la première fois qu'elle le faisait rire. Ce ne fut pas un grand rire. Il lui échappa de côté, comme s'il avait été gardé dans un endroit humide, et il en parut aussi surpris qu'elle. Elle demanda 3 choses, une haleine, son meilleur fil, et un morceau de cire d'abeille. Il avait une mauvaise haleine et pas de fil adéquat. Elle alla à sa malle et revint avec une bobine de fil de lin et une touffe de soie de porc. Puis elle se mit au travail sur le banc de lavage, le trait sur ses genoux. Il avait l'intention d'aller voir les chevaux. Au lieu de ça, il resta sur le seuil pendant 40 minutes. Elle cira le fil en le passant sur la cire, le pouce appuyé dessus, 4 fois, pour que la friction le chauffe. Elle torsada une soie à chaque extrémité pour faire une aiguille. Elle coupa la section réparée au fil de fer. Elle amincit les 2 extrémités en une longue plume pour que la jonction soit plate. Puis elle cousit avec 2 aiguilles travaillant l'une contre l'autre dans le même trou. 8 points par pouce.
si réguliers qu'on aurait dit qu'ils étaient estampés. Puis elle prit la laine et martela les points dans le cuir avec le plat du manche, pour qu'ils s'enfoncent sous la surface, là où la poussière ne pouvait pas les atteindre. Ça durera plus longtemps que le reste, dit-elle. Le reste ne vaut pas ce que je viens de faire. Où achetez-vous vos harnais? Chez Chest, au Carrefour, dit-il. Combien pour un jeu de travail? 35 $. Elle hocha lentement la tête. Il vous vend du cuir de l'Est, dit-elle. Tanné en 60 jours avec de l'acide, puis rempli de graisse pour faire du poids. Il arrive avec une belle apparence. Il tombe en morceaux en 3 ans parce qu'il n'y a rien dedans. Le cuir de mon père restait dans une liqueur de chêne pendant 14 mois. Il est toujours en service en Pennsylvanie, sur un attelage de brasserie, et il est plus vieux que moi. Abner Tremaine regarda la jonction sur son trait. « Vous ne pourriez pas faire ça ici, dit-il. Il n'y a pas de tannerie. » Susanna Kradich se leva et secoua sa jupe. « Monsieur Tremaine, dit-elle, il y en a une abandonnée près de votre ruisseau. Elle l'avait trouvée la veille au soir, dans la dernière lueur du jour. Elle s'était promenée le long de l'eau parce qu'elle ne pouvait pas rester assise dans une pièce construite pour une autre femme. Un demi-mile en aval de la maison, là où Cedar Creek faisait un lent virage sous les plus grands chênes de la région, il y avait un replat de terre avec un hangar effondré. Elle l'avait senti avant de le voir. Même après 5 ans, le sol y gardait encore l'odeur aigre-douce de la liqueur d'écorce. Une odeur que personne qui a grandi avec ne confond jamais avec autre chose. Il y avait 10 fosses creusées dans le replat, bordées de planches de 2 pouces, et les planches étaient saines. Il y avait une chauffournerie dont le toit avait disparu. Il y avait un moulin à écorce avec une meule en pierre qu'un cheval avait autrefois traîné en cercle. La meule était intacte, et le pivot aussi. Il y avait une poutre debout dans les mauvaises herbes où un homme avait autrefois écharné des pots. Le sommet était usé et brillant par 20 ans d'avant-bras d'un étranger. Il y avait encore un crochet dans le mur, et au-dessus, en haut de la pente, se dressant dans l'herbe de printemps, il y avait 400 acres de chêne avec la sève qui montait. Susanna avait posé sa main à plat sur la poutre, et elle était restée là jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus distinguer l'autre côté des fosses. Le lendemain matin, après avoir fini le trait, elle demanda à Abner à qui appartenait le terrain. « Cedar Hollow. » « C'était à Lucian Hemphill, dit-il. « Hemphill. Sa veuve tient la pension au bout de la rue. » Abner ajouta. « Celle qui vous a fait monter dans son chariot hier. » Susanna Kradich s'assit lentement sur le bord du banc de lavage, et elle comprit le regard qu'elle avait vu traverser le visage d'une vieille femme dans une rue publique. « Conduisez-moi en ville, dit-elle. » Lavina Hemphill l'écouta, debout dans sa propre cuisine, les poings sur la table. Cela prit à Susanna environ 4 minutes. Elle n'enjoliva rien. Il y avait 10 fosses, et 8 d'entre elles retiendraient l'eau avec une semaine de travail. Il y avait assez de chêne sur la colline pour faire fonctionner une tannerie pendant 20 ans. L'écorce se pèle au printemps quand la sève monte, c'est-à-dire maintenant. Si elle n'est pas pelée dans les 5 prochaines semaines, elle ne le sera pas cette année. Le moulin était intact. Le comté avait des pots, parce que le comté avait eu une épidémie 2 hivers plus tôt et un abattage chaque printemps. Et ils les vendaient bruts à 700 à un homme qui leur revendait le cuir à 160 $. « Et vous pouvez faire ça ?» demanda Lavina. « Je le fais depuis que j'ai 6 ans. »« Avec quel argent ?»« Aucun, » dit Susanna. « C'est la partie que je n'ai pas résolue. » Lavina Hemphill alla se tenir à sa fenêtre, le dos à la pièce. « Je ne suis pas descendu là-bas depuis le printemps 74. » dit-elle. Lucian est tombé dans l'eau en novembre. Il marchait sur le bord des planches, avec le gel de la nuit encore dessus. Son cœur a lâché, et il est tombé la tête la première, dans 4 pieds de liqueur d'écorce. Il a fallu 2 hommes pour le sortir. J'ai vendu la tannerie en février. Cheston m'a donné 1/3 de ce que valait le cuir dans ses fosses. J'ai signé dans cette cuisine, les mains encore tremblantes, et j'y ai pensé tous les jours depuis 5 ans. Madame Hemphill, il a été gentil avec moi. Lavina dit, c'est la chose que je n'arrive pas à surmonter. Il était assis là où vous êtes assise, et il a été gentil avec moi. Il a dit, une femme ne devrait pas être importunée avec une tannerie. J'étais si reconnaissante. Je l'ai remercié. Je l'ai remercié. La cuisine était très silencieuse. Alors, laissez-moi la remettre en état, dit Susanna. Lavina se retourna. Un 5e, dit-elle. De tout ce qui en sortira. Pas de ce que vous gagnerez. De tout. Parce que je suis trop vieille pour me faire mentir 2 fois.
Vous aurez besoin de réinstaller le moulin et de refaire les planches des fosses. Vous aurez besoin d'un cheval. J'ai un cheval. Ne me remerciez pas. Je ne suis pas gentil. Je cherche une raison depuis 5 ans. C'est un marché difficile. C'est un marché juste. Et vous connaissez la différence, dit Lavina. Votre père connaissait aussi la différence. Sinon, vous ne parleriez pas comme ça. Susanna tendit la main sur la table et la vieille femme la prit. Et ce fut le contrat. La diligence passa le vendredi suivant, le 9e jour, à 4 heures de l'après-midi. Peavey lui avait dit qu'il l'emmènerait si elle avait de quoi payer. Elle avait de quoi payer à ce moment-là. Lavina lui avait donné $3 pour 2 semaines de travail dans la cuisine de la pension. Abner en avait mis 4 de plus sur la table pour la réparation du harnais, puis avait refusé de les reprendre. Avec ses propres $6, cela faisait 13. Une place pour Stockton coûtait 12. Toute la rue le savait. 4 personnes lui avaient demandé gentiment si elle partirait vendredi, ce qui était leur façon de dire qu'ils en avaient discuté. Elle se tenait sur le plancher, les mains jointes, pendant que Peavey chargeait le courrier. Abner Tremaine était au dépôt de marchandises, le dos délibérément tourné à la rue, ne faisant absolument rien à un chariot. « Madame, dit Peavey, 2 minutes, je sais. Vous avez de quoi payer » demanda-t-il. « J'ai de quoi payer » acquiesça Susanna. Elle pensait à une fenêtre au-dessus d'un banc de lavage, placée pour regarder une route vide. Elle pensait à 10 fosses et à 400 acres de chêne avec la sève qui montait. Elle pensait à un homme qui avait réparé son dernier trait avec du fil de fer et qui n'avait jamais dit à personne qu'il ne pouvait pas s'en payer un autre. Surtout, elle pensait au fait qu'il n'y avait personne en Pennsylvanie qui attendait d'apprendre qu'elle était revenue. « Monsieur Peavey, dit-elle, descendez ma malle de cette diligence. »« Madame, descendez-la, dit-elle. Elle est là-haut depuis jeudi dernier. Tout ce que je possède est sur un toit dans cette ville depuis 9 jours, à attendre de voir ce que je ferai. Et je crois que j'ai décidé. » Peavey descendit la malle. Il la posa sur le plancher. Puis il remonta, prit ses rênes et quitta Coyote Crossing à 4h10 avec une place vide. Et la moitié de la ville le regarda faire. Susanna Kratich s'assit sur sa malle devant le bureau de fret, sur la même route où elle avait été refusée. Et elle attendit qu'un homme vienne du dépôt de chariot. Il mit un certain temps. « Vous l'avez manqué, » dit Abner. « Je ne l'ai pas manqué. Elle est partie sans moi parce que je le lui ai dit. » Elle leva les yeux vers lui à contre-jour. « Monsieur Tmen, je veux l'usage de la maison jusqu'au 1er novembre, dit-elle, et je vous paierai un loyer. Vous n'avez pas à me payer de loyer. Je vais le payer, et vous allez l'accepter. Sinon, j'irai vivre dans la chauffournerie de Cedar Hollow, sans toit. $6 par mois, en cuir ou en argent, à mon choix. Je ne serai pas la bonne action que quelqu'un a faite un jour. J'ai déjà été ça. Ça tourne mal. » Abner Tremaine regarda la femme sur la malle, puis la route vide où la diligence était partie. « $6, dit-il. 6. Vous aurez donc besoin du petit chariot pour l'écorce. Et ça, pensa-t-elle plus tard, ce fut le moment. Pas le Porsche, pas la bougie, pas la réparation du trait. C'était un homme debout sur une route, à qui l'on disait pour la première fois de sa vie qu'on lui payait un loyer. Tout son esprit s'était immédiatement tourné, sans chichi, vers la façon dont elle allait descendre 400 acres d'écorce d'une colline. Mais arriva dans cette région d'un seul coup, sans s'excuser, comme il arrive dans les contreforts. Le ver monta sur les collines, puis commença à dorer sur les bords. Les chênes sortirent leurs feuilles. La sève monta sous l'écorce, jusqu'à ce qu'on puisse l'entendre, si l'on était assez fou pour coller son oreille contre un tronc. Susanna Kratich fit exactement cela le 2 mai, et fut surprise par un homme portant une scie à 2 mains. « Elle coule, dit-elle sans embarras. 2 semaines, peut-être 3, puis elle se fixe, et on ne peut plus en enlever une feuille avec un ciseau. De combien avez-vous besoin? 12 cordes d'écorce moulue pour faire fonctionner 8 fosses pendant 1 an. C'est environ 6 acres de bon chêne, bien prélevé. » Abner Tremaine posa la scie. « Bien prélevé, dit-il. Un arbre sur 3, jamais 2 ensemble. Et on l'abat en mai, et on enlève l'écorce du tronc abattu. Comme ça, le bois reste à vous pour le poêle. » Elle le regarda de côté. « Vous pensiez que j'allais écorcher votre colline. J'ai pensé que vous pourriez. Mon père a travaillé une colline pendant 38 ans, dit-elle. Il n'y a pas de façon d'être avide dans ce métier qui ne vous coûte pas en 5 ans.
Toutes les tanneries qui ont ruiné leur propre terrain sont fermées maintenant. Ils coupèrent de l'écorce pendant 17 jours. C'était le travail le plus dur qu'elle ait fait depuis ses 20 ans, et elle le fit avec des bottes empruntées et du papier dans les orteils. Ils abattaient dans la fraîcheur du matin. Puis ils parcouraient le tronc abattu avec les écorçoirs, incisant le tronc tous les 4 pieds, fendant la longueur et soulevant les plaques entières, là où la sève les laissait venir. Les plaques se détachaient avec un son de tissu épais qu'on déchire. En dessous, le bois était humide et pâle comme l'intérieur d'un poignet. Ils empilaient l'écorce, côté écorce vers le haut, en petites tentes pour la protéger de la pluie. Quand elle était sèche, ils la transportaient jusqu'au moulin de Cedar Hollow. Le vieux cheval bay de Lavina Hemphill y marchait en cercle, traînant la meule. L'écorce moulue sortait de la goulotte, d'un brun rouge, avec une odeur unique au monde. Il travaillait du lever au coucher du soleil, et il ne le faisait pas seul. Lavina envoya le cheval pour une quinzaine de jours et paya un homme de main 4 jours pour refaire les planches. Amasa Rundle vint un dimanche et réinstalla le pivot du moulin pour rien. Le 12 mai, il y avait 8 fosses remplies de liqueur. Le 20, il y avait des pots dans la première d'entre elles. Les pots étaient la partie à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle était allée dans la grange d'Elk Wells chercher une corde et, dans le grenier, posée à plat entre des planches avec du sel durci comme une route, elle trouva 41 peaux de vache. Elle descendit lentement l'échelle. « Monsieur Tumain, dit-elle, il y a 41 peaux dans votre grenier. » Il était à l'établi et n'arrêta pas ce qu'il faisait. « Il y en a. Elles ont environ 2 ans. Ce sont les peaux de votre troupeau. »« Oui, dit Abner. » Elle attendit. Il passa la lime 2 fois de plus, puis la posa, parce qu'elle n'allait nulle part. Chesne avait un homme ici au printemps 78 qui achetait des peaux de bêtes malades à 700. Il a dit 700. Il me rendait service, disait-il, puisqu'un troupeau mort est une perte et que n'importe quelle somme est mieux que rien. Il avait le chariot dans la cour. Je les avais toutes sorties, empilées et prêtes à être chargées. Il regarda le mur. Je n'ai pas pu le faire. Je me tenais dans cette cour et je ne pouvais pas mettre mon bétail sur le chariot de cet homme pour 700. Alors je lui ai dit non. Il a été très agréable à ce sujet. J'ai 41 peaux dans mon grenier depuis 2 ans maintenant. Comme un imbécile qui ne peut pas laisser tomber. Susanna Kratich se tenait au bas de l'échelle, la main sur le montant. Elles valent environ 8 $ pièce une fois finies, dit-elle. La lime tomba sur l'établi. Répétez ça. 8 $. Peut-être 12 pour les meilleurs, transformés en cuir pour harnais. 330 $ à peu près, sortis d'un grenier que vous appelez un grenier d'imbéciles depuis 2 ans. Sa voix ne monta pas du tout. Monsieur Tmen, vous êtes assis sur le seul stock de ce comté dont une femme comme moi avait besoin. Vous étiez trop têtu pour le vendre à bas prix à l'homme qui l'a tué. Abner Tmen s'assit sur le banc. Elles doivent être abîmées, dit-il. Non, elles sont salées à plat, au sec et dans le noir. Et le sel a tenu. Je devrais les tremper 1 semaine pour les ramollir. Et j'en perdrai 2, peut-être 3. Elle comptait déjà sur ses doigts à voix haute, et cela lui donna envie de rire de rien. 41 peaux, 12 cordes d'écorce, 14 mois dans la liqueur pour les plus épaisses. Et je n'ai pas 14 mois. Alors, je vais traiter les peaux légères rapidement pour les sangles, et couper les épaisses en long. Et d'ici la mi-juin, j'aurai quelque chose à vendre. La moitié est à vous, dit Abner. Tout est à moi, et je vous paierai pour les peaux, dit-elle. 10 cents la livre, ce qui est plus que ce que Chesney offrait, et vous l'accepterez. J'ai un propriétaire, et je n'ai pas besoin d'un partenaire. Il la regarda, puis l'échelle du grenier, puis de nouveau elle. Vous êtes une femme à qui il est difficile de donner quoi que ce soit. Oui, dit Susanna, j'ai découvert ça sur moi-même ce mois-ci. Leland Chesne vint à Elk Wells le dernier samedi de mai. Il arriva dans un buggy léger, tiré par une jument rapide, seul, dans un manteau gris. Et il lui ôta son chapeau au bas des marches, comme un homme rendant visite à sa tante. Il avait 52 ans. Il avait un visage large, doux et hâlé, avec des favoris blancs. Et il était de ces hommes dont la voix ne s'élève jamais, si bien que tout le monde se penche pour l'entendre. « Mademoiselle Kratich, je voulais venir vous voir. J'entends dire que vous avez relancé l'ancienne tannerie Hemphill. 8 fosses. 8. » Il regarda par-dessus le ruisseau, hochant la tête,
Parfaitement. C'est un joli travail que vous avez fait là-bas. Je le pense sincèrement. Merci. Je vais dire le reste, puisque vous êtes une femme d'affaires et que je suis trop vieux pour faire des manières. Chesney dit, « Vous ne pouvez pas le vendre. » Susanna se tenait les mains jointes. « Continuez. Il n'y a pas de commerce de cuir dans ce comté. Il y a moi. » Il le dit sans aucune lourdeur. « J'ai le contrat de transport avec la ligne du Carrefour à Stockton. Je l'ai depuis 12 ans. J'achète les peaux du comté et je fais venir le cuir du comté. Ce n'est pas un arrangement malhonnête, quoi qu'on vous ait dit. C'est le seul arrangement qui paye le transport dans les deux sens sur une route vide. Et un jeu de harnais coûte 35 $. En effet, et un homme peut l'avoir mardi. » Chesson sourit. « Le vôtre coûtera 24, et il attendra 14 mois pour l'avoir. Voilà votre commerce exposé honnêtement. » Il fit alors son offre, et il la fit gentiment, ce qui, comprit-elle, était toute sa méthode. Il achèterait sa production de printemps brut, sortie des fosses, à 40 cents le dollar, paiement comptant le jour même, et la transporterait lui-même. Aucun risque pour elle, aucune attente. Une femme seule avec une tannerie qu'elle ne possédait pas, dans un comté qui n'avait jamais acheté $1 de cuir à une femme. C'est une offre réelle, dit-il. Vous n'en aurez pas d'autre. Prenez une semaine. Je n'ai pas besoin d'une semaine. Elle descendit d'une marche pour être au niveau de ses yeux, et sa voix resta exactement la même. Monsieur Chesson, en 1869, un acheteur est entré dans la tannerie de mon père en Pennsylvanie et lui a dit que le tannage à l'écorce était fini. Il a acheté tout le stock pour un tiers du prix, et il a été très gentil à ce sujet. Mon père a vécu 4 ans de plus et n'a plus jamais obtenu un prix plein. J'ai déjà eu cette offre. Je connais sa forme dans le noir. Pendant un instant, quelque chose traversa le visage de Leland Chance. Pas de la colère, plutôt de la reconnaissance. Un commerçant en regardant un autre. « Alors je suis désolé pour vous, » dit-il, « parce que vous allez travailler tout l'été pour rien. Le billet de Tmen arrive à échéance le 1er juin. 1180 $. Je le mentionne seulement pour que vous ne soyez pas surprise, puisque vous semblez vivre dans la garantie. Je suis au courant de la date. Il ne les a pas. Il n'en a pas le 5e. Chesson rassembla ses rênes. Je prendrai le terrain. J'y mettrai 400 têtes de bétail. Ce comté s'en portera mieux. Et dans 10 ans, personne ne se souviendra qu'il y a jamais eu une maison ici. Bonne journée, mademoiselle Cratic. C'est une belle cheminée. Il partit. Elle resta sur les marches et regarda le buggy descendre à travers les chênes. Et ses mains étaient parfaitement stables, ce qui la surprit. Abner avait tout entendu de l'intérieur de la grange. Il sortit ensuite et se tint dans la cour. « Vous pourriez prendre les 40 cents, dit-il. Ce n'est pas rien. Ça vous permettrait de retourner à l'Est avec quelque chose en main. Monsieur Tmen, je le dis tout de suite, pour que ce soit dit. Vous n'avez aucune raison de sombrer avec cet endroit. Ce n'est pas votre dette. » Susanna descendit les marches et traversa la cour vers lui. « Quand je vous ai demandé ce que vous vouliez pour la maison, vous avez dit que vous vouliez qu'elle soit habitée, dit-elle. C'est le seul loyer qu'on m'ait jamais demandé que je pouvais payer. Alors ne restez pas dans votre propre cour à m'offrir une porte de sortie, comme si c'était une faveur. » Le comté travailla sur la route à la pente du 9e mile, le dernier lundi de mai. La date eut une grande importance par la suite. Elle réunit 14 hommes sur cette colline 4 jours avant l'échéance du billet. Chaque homme du district devait au comté 2 jours de travail sur la route au printemps. C'était le seul jour de l'année où tout le nord du comté se rassemblait. C'était moitié travail, moitié foire. Les femmes apportaient le dîner à midi et les jeunes hommes se faisaient un devoir de prendre la partie la plus lourde de chaque tâche. Susanna Cratic y alla parce qu'Abner avait 14 yards de cuir de harnais neuf à livrer à Amasa Rundle, et parce qu'elle voulait vraiment voir son propre travail tirer quelque chose. Amasa Rundle était le forgeron du Carrefour, un homme chauve, bruyant et joyeux, qui avait acheté le premier jeu qu'elle avait fabriqué sur la foi de la réparation du trait d'Abner. Et il en parlait à tout le monde depuis. « La voilà !» hurla-t-il du haut de la tranchée. « Voilà la femme du cuir !» « Montez ici et regardez ça. » Elle monta. Il avait mis ses jambières et ses traits sur son propre attelage. 3 semaines de service. Il tira le trait gauche pour le montrer à toute la colline. Il avait commencé à prendre la forme du cheval sans s'étirer d'un pouce. « Vous sentez ça? » Dites Rundle à personne en particulier. « Allez-y. Ce n'est pas rempli. C'est du cuir de bout en bout. »
J'ai payé 24 $ pour un jeu qui me durera toute la vie. Vous avez payé 19, dit Susanna. Vous n'avez pas payé les 5 autres. La colline rit. Amasa Rundle mit la main sur son cœur. Et elle tient les comptes, dit-il. Que Dieu nous vienne en aide. Elle resta pour le dîner de midi, ce qu'elle n'avait pas l'intention de faire. Lavina Hemphill lui fit de la place sur le haillon du chariot des Dunovant. Elle lui mit une assiette dans les mains, avant qu'elle ne puisse refuser. Et là, la bouche pleine de poulet froid, Susanna entendit la chose qui changea la forme de l'été. C'est Cardwell qui le dit. Il transportait des marchandises sur la route de Stockton depuis 20 ans. Et il parlait de choses et d'autres, ce à quoi sert un dîner. Ma vieille jument grise est finie, dit-il. Elle n'a jamais été bien depuis 77. J'ai transporté le chariot de cuisine de Chesney cet automne-là, derrière ce grand troupeau de l'Arizona, et je lui ai fait faire 40 miles par jour dans la poussière pendant 5 semaines. C'était le troupeau malade. Quelqu'un dit, c'était le troupeau malade. Cardwell acquiesça. Elle tombait déjà au 9e mile avant même qu'on arrive à la ligne de Tamen. J'en ai vu 4 mortes un matin au gué du 9e mile. Le chef de ce convoi était à l'avant, en train de se disputer avec Chesney pour savoir s'ils obtiendraient un droit de passage. Susanna Craddock posa son assiette sur le haillon. « Monsieur Cardwell, dit-elle, quand a eu lieu cette dispute? 2 jours avant qu'il ne traverse. Avant? Avant, dit Cardwell. Je l'ai entendu. Je tenais les mules. En bas de la colline, dans la tranchée, Abner Twain travaillait avec un racloir, le dos tourné. Et il n'en savait rien. La journée de travail sur la route fut aussi l'occasion où le comté lui donna un nom. Cela se passa au tonneau d'eau. Un jeune charretier du Sud, qui n'était pas au carrefour ce jeudi d'avril et n'avait entendu l'histoire que de 3e main, le dit à moitié pour être drôle et à moitié pour se faire voir. « Dites, dit-il, vous êtes la fiancée par correspondance de Tamen. » Les hommes autour du tonneau devinrent très intéressés par le lointain. « Non, dit Susanna, c'est comme ça qu'on vous appelle. Je sais comment on m'appelle. » Elle prit la louche, but, et la lui rendit, sans se presser. « Je suis venu ici pour un homme qui n'a pas voulu de moi. Monsieur Tamen a traversé la route devant 10 personnes et m'a offert la seule chose qu'il possède en propre. Il n'a rien demandé en retour. Il n'y avait pas un autre homme dans cette rue qui ait fait de même. Alors vous pouvez m'appeler comme vous voulez, mais racontez l'histoire correctement. » Il y eut un silence au tonneau d'eau dans lequel on aurait pu garer un chariot. « Oui, madame, dit le jeune homme. Amasa Rundle, à 20 pieds de là, rit si fort qu'il dut s'asseoir sur la pente. Elle revenait de la tannerie le soir suivant, quand elle vit la lumière. Il faisait déjà nuit noire. Elle était restée aux fosses jusqu'à ne plus voir ses mains, passant les peaux légères dans la dernière liqueur faible. Et elle remonta le sentier du ruisseau, fatiguée jusqu'au plus profond d'elle-même. La maison se dressait sur la colline. Il y avait une bougie allumée sur la rampe du porche. Susanna s'arrêta sur le sentier. Elle avait nettoyé cette rampe elle-même la 2e semaine. Elle en avait gratté 1 an de suif avec un couteau à mastic. Et l'avait lavé à la lessive et à l'eau parce que cela l'offensait de voir de la bonne peinture gâchée. Elle avait mis le bocal en verre sur l'étagère de la cuisine. Elle n'y avait pas touché depuis. Il était de retour sur la rampe. Il était allumé. Il projetait une petite lumière instable sur la cour, en bas de la pente, vers la route. Elle se tint dans le noir et le regarda. Et près du ruisseau, les grenouilles continuaient leur concert. Quand elle monta les marches, il était assis dessus, les bras sur les genoux, sans la regarder. Il avait l'air d'un homme qui a fait quelque chose qu'il ne peut expliquer et qui sait qu'on va lui demander des comptes. « Vous allez vouloir dire quelque chose sur le prix des bougies, dit-il. Je n'allais pas le faire. Tout le monde dans ce comté sait que j'ai allumé cette chose pendant 1 an pour une femme qui n'est jamais venue. Rundle en a fait une blague au magasin en février. C'était une bonne blague d'ailleurs. J'en ai ri. Il fit tourner son chapeau dans ses mains. J'ai pensé toute la journée à ce que votre monsieur Beale a fait sur cette route. Et je suis arrivé à la grange ce soir, et j'ai pensé, eh bien, il y a une femme près de ce ruisseau dans le noir. Susanna Craddock s'assit sur la marche en dessous de lui. Dites le reste. Il n'y a pas de reste, dit Abner. On ne peut pas voir le sentier depuis les fosses sans une lumière sur cette colline. C'est tout. Ce n'est pas tout. Non, dit-il, ce n'est pas tout. Ils restèrent assis un moment. La bougie se consuma d'un demi-pouce. Au-delà de la cour, le chêne se découpait en noir sur un ciel qui gardait encore le dernier vert du jour. Et quelque part en dessous d'eux,
Le ruisseau continuait son chemin. Le nom de ma femme était Marietta, dit Abner. Susanna ne bougea pas. Nous avons eu 6 ans. La fièvre a traversé la vallée en 75. Elle a emporté 14 personnes dans ce district. Elle l'a emporté en 4 jours. Il le dit d'un ton égal. De la manière dont un homme dit une chose qu'il s'est dite à lui-même 10 000 fois. J'étais au 9e mile avec 200 têtes de bétail. Ce n'est que le 3e jour que quelqu'un a pu me joindre. Elle était morte quand j'ai franchi cette colline. Monsieur Tumen, je veux que vous entendiez tout, parce que vous êtes dans sa maison depuis 5 semaines. Il regarda l'obscurité. Le chagrin que j'ai n'est pas du genre pur. Je n'ai pas été bon avec elle. Bas cruel. Je n'ai jamais levé la main ni la voix. J'étais juste absent. J'étais avec le bétail. J'étais au 9e mile des semaines d'affilée. Je rentrais, je mangeais, je dormais, je repartais. Elle s'asseyait sur la marche de cette cabane le soir, attendant de voir si je m'assiérais avec elle. La plupart des soirs, je ne m'asseyais pas. La bougie vacilla et se ranima. Alors quand elle est morte, j'ai réalisé que j'avais eu une femme pendant 6 ans et que je l'avais à peine regardée, dit-il. Et puis j'ai construit une maison. Susanna resta très immobile sur la marche en dessous de lui. C'est pour ça que la fenêtre est au-dessus du banc de lavage, dit-elle. Abner Turnmain ne répondit pas tout de suite. Je ne pouvais pas rester dans cette cabane, dit-il. Il y a un endroit sur cette marche où le bois est usé parce qu'elle s'y asseyait. Je l'ai regardée tous les soirs pendant 4 ans. Elle pensa à une étagère placée 4 pouces trop haut. Elle pensa à des crochets à 3 hauteurs et à un salon vide, sans rien dedans, attendant que quelqu'un vienne dire ce qu'il fallait y mettre. « Monsieur Temen, dit-elle, vous n'êtes pas l'homme que vous pensez avoir été. »« Je sais exactement ce que j'étais, dit-il. Vous aviez 28 ans, 200 têtes de bétail et une femme, et vous pensiez avoir 40 ans devant vous, dit Susanna. Elle aussi. Elle n'était pas assise sur cette marche en désespoir de cause. Elle était assise là, attendant un mardi où vous finiriez plus tôt. La plupart des mardis, vous ne finissiez pas plus tôt. C'est un mariage, pas un crime. Il mit son visage dans ses mains, brièvement. Elle détourna le regard vers les chênes et le laissa faire. Aucun d'eux ne reparla jamais de cette demi-minute. Quand il releva la tête, la bougie s'était consumée jusqu'à n'être plus qu'une perle bleue dans le suif. « Il en faudra une nouvelle demain, dit-il. »« Alors j'en mettrai une, dit Susanna Kratik. » Elle lui parla de Cardwell le mardi, dans la grange, alors que la pluie commençait à tomber. « Il tenait les mules, dit-elle. Il a entendu le chef du convoi et Chesney se disputer à propos du passage 2 jours après que le bétail ait commencé à mourir au gué. 2 jours après, Monsieur Tmen, Chesney savait ce qu'il faisait traverser sur vos pâturages. Abner continua d'enrouler une corde sur son coude. « Dites quelque chose. Que voudriez-vous que je dise ?»« Que ce n'était pas une perte, dit Susanna. C'est le mot que tout ce comté a utilisé à votre sujet pendant 2 ans. Une perte, comme la météo. Ce n'était pas la météo. Un homme vous a pris 9 $ pour un passage qu'il savait fatal pour votre troupeau. Puis il a racheté votre billet à 87. Il est à 4 jours de prendre le terrain. Et qu'est-ce que je fais de ça? Vous le dites à voix haute. À qui? Il accrocha la corde à son clou. Quand il se retourna, son visage était parfaitement immobile, ce qui, elle l'avait appris, était le pire de ses humeurs. À Rundle, au dépôt de marchandises. Un homme d'affaires contre un homme qui n'a pas eu un troupeau complet depuis 2 ans. Ils ne diront pas que je mens. Ce n'est pas comme ça que ça se passerait. Ils seraient gentils avec moi. Alors dites-le à Chesney. Il serait d'accord avec moi, dit Abner. C'est la partie que vous ne comprenez pas encore. Il dirait oui. Il avait entendu dire que le bétail était en mauvaise santé, et il avait jugé le risque faible, et il était désolé. Il le dirait agréablement. Chaque mot tiendrait la route, et j'aurais quand même pris ces 9 $ de ma propre main. Susanna Craddock se tenait sur le seuil de la grange, la pluie commençant à tomber sur les bardeaux, au-dessus d'elle. Vous pensez que c'est de votre faute. Je pense que j'ai ouvert la barrière. Un voisin vous a demandé un passage, et vous le lui avez donné, ce que fait un homme décent dans ce pays. Il s'est servi de vous pour ça. Sa voix était devenue dure. Si vous portez ça, alors chaque homme honnête de cette vallée doit cesser d'ouvrir les barrières. C'est son arrangement, pas le vôtre. Il compte sur vous pour le porter, et vous lui faites plaisir. Abner regarda le sol de la grange, où la pluie avait commencé à s'infiltrer sous la porte.
J'aimerais que vous laissiez tomber, dit-il. Je ne le ferai pas, Susanna. C'était la première fois qu'il utilisait son nom. Ils l'entendirent tous les deux. Il s'installa au milieu de cette grange comme une troisième personne, et aucun d'eux ne sut quoi en faire. Et la pluie redoubla. « Je ne laisserai pas tomber, » dit-elle plus doucement. « Mais j'arrêterai d'en parler aujourd'hui. » La lettre de Stockton arriva le mercredi. Elle avait écrit au fils de Vander Griffin la deuxième semaine de mai. Elle l'avait écrite comme son père l'aurait fait. Les chiffres d'abord. Aucune supplique. 8 fosses en activité. 12 cordes d'écorce moulue. 41 peaux en traitement. Une livraison sur 2 ans de cuir pour harnais à $18 la livre contre une avance de $400 sur inspection. La réponse était revenue en 12 jours, et c'était un oui. Le vieux Vandergriff achetait du cuir tanné à l'écorce de Pennsylvanie depuis 30 ans, et il était fatigué des marchandises de l'Est qui arrivaient grasses et repartaient minces. Il enverrait son homme le 28 pour voir ses fosses. Son homme n'est pas venu le 28. La lettre est arrivée à la place. « Chère Mademoiselle Craddock, nous sommes informés par notre agent de transport au Carrefour que la tannerie en question se trouve sur un terrain appartenant à une autre partie. Nous sommes informés que vous ne détenez aucun bail enregistré et que l'entreprise est une nouveauté de printemps qui ne verra pas une deuxième année. Nous sommes informés en outre qu'aucun transport ne peut être garanti sur cette route pour des marchandises de cette description. Nous devons donc nous retirer. Nous vous souhaitons bonne chance. » Elle l'a lu 2 fois, debout sur la route devant le magasin. Elle remarqua plus tard que c'était le même tronçon de route où elle s'était tenue le jour de son arrivée. Puis elle entra dans le magasin et demanda agréablement à Madame Dunovant, qui était l'agent de transport au Carrefour. « Mais c'est Monsieur Chesney qui a l'agence, » dit Madame Dunovant. « Il l'a depuis 12 ans. »« Oui, » dit Susanna. « Merci. Je vais prendre une livre de clous de 8 pennies. » Elle garda la lettre dans son tablier pendant 2 jours et ne la montra à personne. Il n'y avait rien dedans qui soit un mensonge. C'était la beauté de la chose, et elle pouvait l'admirer comme on admire une bonne réparation. Chaque mot était vrai, et l'ensemble était un couteau. Orrin Beale vint à Elk Wells le jeudi après-midi. Il arriva sur un cheval de louage, avec le même manteau neuf, et il se tint au bas des marches, son chapeau à la main. Et cette fois, elle le laissa là. « J'ai pensé à vous tous les jours, » dit-il. « C'est une chose lourde à dire à une femme que vous avez laissée sur une route. Je le sais. » Il fit tourner le chapeau. « Susanna, Mademoiselle Craddock, j'ai un poste à l'agence à 1400 par an. Il y a une maison à Stockton, avec un jardin derrière. Ma mère en est venue à voir qu'elle avait été hâtive. »« Vraiment? On parle de vous dans tout le comté. Rundle dit que votre harnais est le meilleur travail qu'il ait jamais eu sur un cheval. » La voix de Beale s'anima. Il était arrivé à la partie qu'il avait répétée. « C'est différent maintenant. Vous êtes devenu quelqu'un qu'un homme peut... » Il s'arrêta. « Continuez, » dit Susanna. « Finissez. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que vous vouliez dire. Et c'est la première phrase honnête que vous m'ayez offerte depuis novembre. » Elle descendit 2 marches. « En novembre, j'étais une femme qui pouvait tenir une tannerie, et vous trouviez ça bien et intéressant. Jusqu'à ce que votre mère prononce le mot tannerie à voix haute dans un salon. Maintenant, je suis la même femme faisant le même travail, et vous avez parcouru 3 miles parce que d'autres hommes ont commencé à prononcer mon nom avec respect. Monsieur Beale, vous n'avez pas changé d'avis sur moi. Vous avez changé d'avis sur ce que pensent les voisins. » Le jeune homme se tenait dans la cour et devint rouge jusqu'au col. « Je suis désolé, » dit-il. « Je vous crois. Cela n'a pas d'importance. » Quelque chose en elle s'adoucit alors, parce qu'il avait 25 ans et devrait vivre avec lui-même encore 50 ans. Rentrez chez vous, ou épousez quelqu'un que votre mère choisit, et soyez décent avec elle. C'est tout ce que je vous souhaite. » Il monta sur le cheval de louage et partit. Elle resta dans la cour, jusqu'à ce que le bruit de ses pas ait disparu de la route. Et puis elle se retourna, et Abner Tmain était sur le seuil de la grange, une bride à la main. Il était là depuis un certain temps. Elle ne pouvait pas dire depuis combien de temps. « Il n'a pas tort à propos de la maison à Stockton, » dit Abner. Puis il retourna dans la grange. Il enleva la bougie de la rampe cette nuit-là. Elle remonta des fosses à la nuit tombée, et la rampe était nue. Elle fit le tour jusqu'à la cabane. Il était assis sur la marche usée avec le bocal en verre entre ses bottes, en grattant le suif avec un couteau. « Ne faites pas ça, dit-elle. Il faut le nettoyer. »
Abner. Il s'arrêta. Il posa le couteau sur la marche à côté de lui. Puis, il dit la chose qu'il avait construite tout l'après-midi, morceau par morceau. Le billet arrive à échéance dimanche. J'ai 410 $, ce que je ne vous ai pas dit, parce que j'ai vendu le troupeau lundi à un acheteur du 9e mile. Il le dit d'un ton sec. 24 têtes. J'ai gardé 7 vaches. Ça a fait 410. Le billet est de 1180. Il n'y a aucun calcul au monde qui puisse combler ça en 4 jours. Susanna se tenait dans la cour. Vous avez vendu votre bétail. Ils allaient partir de toute façon. Je préférais qu'ils partent pour de l'argent plutôt qu'avec le terrain. Il regarda le bocal. Maintenant, je veux que vous quittiez cet endroit avant dimanche. Non. Vous avez 180 $ d'économie et un métier entre les mains. Si vous êtes sur cette colline lundi, Chesne vous fera travailler dans sa tannerie pour un salaire en moins d'1 mois. Et vous l'accepterez parce que vous ne pourrez pas vous éloigner de ces fosses. Sa voix ne changea pas du tout. Je vous ai regardé descendre ce sentier tous les matins pendant 5 semaines. Vous ne pourriez pas vous en aller. Alors, je vous demande de partir avant qu'il ne possède le sentier. Ce n'est pas pour ça que vous le demandez. C'est une raison suffisante. Vous avez entendu Beale dans la cour. Elle dit, « J'ai entendu un jeune homme vous offrir une maison avec un jardin derrière, dans une ville où personne ne vous a jamais vu porter un écorçoir. » Abner Tmain prit le bocal et le fit tourner dans ses mains. « Et je me tenais dans cette grange avec une bride à la main, et je n'ai pas pu penser à une seule chose que je possède qui soit meilleure que ça. Pas une seule. J'ai une maison que j'ai construite pour une étrangère, 7 vaches, et un billet qui arrive à échéance dimanche. Vous avez... » « J'ai allumé cette chose pendant 1 an pour une femme qui n'est jamais venue, dit-il. Je ne vais pas m'asseoir sur cette marche en novembre et l'allumer pour une qui est venue. C'était la phrase la plus cruelle que quiconque ait prononcée ce printemps-là. Il ne le disait pas méchamment. C'est ainsi avec les hommes silencieux. Susanna ne lui répondit pas. Elle monta à la maison, ferma la porte verte et se tint dans la cuisine sombre, le dos contre la porte, jusqu'à ce que ses jambes lui disent de bouger. Puis, elle alluma la lampe, sortit du papier et commença à écrire tous les noms de ce comté qui lui devait de l'argent. Lavina Hemphill lui avait dit la première semaine de mai qu'elle n'en verrait jamais la couleur. « Vous devez l'écrire dans un livre », avait dit la vieille femme, en la regardant rendre un collier réparé à un éleveur qui n'avait pas d'argent sur lui. Lucian n'a jamais rien écrit de sa vie, et je l'ai enterré avec 600 $ de dette de ce district. Je m'en souviendrai. Eux, non. Ils s'en souviendront, avait dit Susanna. C'est mon travail. Un homme se souvient de qui a réparé la chose qu'il utilise tous les jours. Elle avait dit ça tout le printemps, et elle y avait cru, parce que le croire était ce qui lui permettait de tenir la saison. Maintenant, à 10 heures du soir, elle était assise avec une lampe et une feuille de papier de magasin. Elle écrivit 41 noms et ce que chacun d'eux devait. Le total s'élevait à 296 $. 41 noms, le même nombre que les pots dans son grenier. Elle le remarqua, n'en fit rien, et continua son addition. 296, 410, 180, 886. Elle regarda le manque. 294 $ dans un pays où un travailleur voyait 40 $ par mois. Puis elle plia le papier dans sa poche et alla se coucher, car il y avait de l'écorce à retourner le matin. Le comté décida de la grange à la forge le vendredi matin, sans demander la permission à personne. Amasa Rundle avait la nouvelle du billet à ce moment-là. Tout le monde avait la nouvelle du billet. Elle avait fait le tour du carrefour en 1 jour et demi, à voix basse et prudente, comme les gens parlent d'une chose à laquelle ils ne peuvent rien. Dimanche, dit Rundle aux 6 hommes dans son atelier. Chesne prend Elk Wells dimanche. Il y mettra 400 têtes de bétail. Il le fera, dit Cardwell. Rundle posa son marteau. Tmain a monté une 12aine de granges dans ce district. Il a monté la mienne en 71 et n'a pas voulu $1. Il était là pour la propriété Sisson la semaine après l'enterrement de sa femme. Je ne pense pas qu'il y ait un homme dans cet atelier pour qui il n'ait pas travaillé un jour. Il regarda autour de lui. Il a une charpente qui traîne dans l'herbe là-haut. Il l'a coupée et équarrie l'hiver avant l'épidémie, pour une grange destinée à un troupeau qu'il n'a plus. Elle est là depuis 2 ans. Tu veux monter une grange sur un terrain qu'il perd dimanche? Je veux la monter samedi. Amasa Rundle dit, si Chesson doit avoir cet endroit, il peut l'avoir avec une bonne grange dessus, et il pourra la regarder tous les jours de sa vie et savoir qui l'a construite.
Personne ne rit. Puis tout le monde le fit, parce que c'était à moitié une blague et à moitié un drapeau. La nouvelle se répandit dans le district cet après-midi-là sur 15 chevaux différents. Susanna l'apprit de Lavina Hemphill à 4 heures, debout dans la chauffournerie de Cedar Hollow, les manches retroussées et les bras rouges jusqu'au coude. « Samedi, » dit Lavina. « Tout le nord du ruisseau et la moitié du sud. Madame Dunovant s'occupe du dîner. 40 hommes, je pense, et leurs femmes. Et tout ça sur un terrain qui ne sera plus à lui lundi. » Susanna essuya ses bras sur son tablier. Il ne le sait pas. Rundle a envoyé dire qu'il venait samedi pour voir un seuil. Abner Tremaine n'en a pas la moindre idée. Lavina s'appuya sur le seuil. Maintenant, je vous connais depuis 5 semaines, et je ne vous ai jamais posé une question dont je voulais la réponse. Alors, on m'en doit une. Qu'allez-vous faire? J'ai 886 $, dit Susanna. Ça compte ce qu'on me doit. Ça compte aussi l'argent du bétail. Lavina ne s'ila pas. Et Chesney veut 1180. Elle dit, oui. Alors il vous manque 294, dit Lavina Hemphill. Et chaque homme de ce comté sera dans cette cour samedi. Les 2 femmes se regardèrent à travers la chauffournerie. Dites-le clairement, dit Susanna. Vous avez une idée en tête. J'ai une idée en tête que j'ai depuis 5 ans. Et la voici. La voix de la vieille femme devint dure et égale. Cet homme, Chesney, n'a jamais eu à se tenir devant les gens à qui il fait ça. Il le fait dans les cuisines. Il l'a fait dans la mienne. Il le fait avec son chapeau à la main et un seul témoin. Et après, ce n'est que votre parole contre celle d'un homme gentil. Elle se redressa. Il viendra dimanche à la maison avec un papier, et vous serez 2, et personne d'autre. Ne le laissez pas faire. Faites-le venir samedi. Susanna Kratich resta un moment dans la chauffournerie. Puis elle enleva son tablier, l'accrocha au crochet qu'un homme mort avait mis dans ce mur 20 ans plus tôt, et sortit trouver son propriétaire. Ils se mirent en route à 6 heures du matin. Abner Tremaine sortit de la cabane avec son café, resta là et ne le but pas. Il y avait 4 chariots en vue à travers les chênes, et derrière eux 2 autres, et derrière ceux-là, une file d'hommes montant à 2. Il posa la tasse sur la marche. « Qu'est-ce que c'est? »« C'est samedi, » dit Susanna. Amasa Rundle entra le premier dans la cour avec son chariot, parce qu'il attendait à 1 mile de là depuis 5 heures pour en être certain, et il se leva sur son siège, les pouces dans ses bretelles. « Où est-ce que tu la veux? » cria-t-il. « Où est-ce que je veux quoi? »« Ta grange. Espèce de grand triste. On monte ta grange. » Rundle descendit. « Cette charpente traîne dans ton herbe depuis 2 ans, et elle devient grise. On est 40 à venir, et Madame Dunovant prépare un dîner. Alors tu ferais mieux de la fermer et de trouver ton équerre. » Abner Tremaine se tenait dans sa propre cour, les mains le long du corps. « Amasa, » dit-il, « tu sais ce que c'est dimanche? Je sais exactement ce que c'est dimanche. » Rundle était déjà en train de dételer son attelage. Comme tous les hommes sur cette route. « Pousse-toi de là. » Ils la montèrent en une journée. Les poutres avaient été coupées l'hiver 77. Équarries à la hache par un homme qui croyait avoir besoin d'une grange pour 200 têtes de bétail. Elles avaient reposé dans l'herbe pendant 2 ans de pluie et la honte d'un homme. Elles sortirent des mauvaises herbes, saines. Le chêne fait ça. À 8 heures, les seuils étaient posés sur la pierre et chevillés. À 10 heures, le premier portique était assemblé au sol, les tenons enfoncés, les chevilles mises. 40 hommes mirent leurs épaules dessous et le levèrent avec de longues perches. Rundle se tenait devant, content. La charpente s'éleva contre un ciel bleu dur du matin, puis tomba dans ses mortaises avec un son qu'ils entendirent jusqu'au ruisseau. Puis le 2e portique, puis le 3e. 14 attelages travaillèrent dans cette cour, transportant le bois de l'herbe à la sablière. Susanna Craddock se tenait au haillon du chariot des Dunovant, coupant du pain. 10 de ces 14 attelages passèrent devant elle avec des harnais qu'elle avait fabriqués ou réparés de ses propres mains. Elle les compta parce que son père les aurait comptés. Le dîner de midi fut servi sur des planches posées sur des tréteaux, à l'ombre du grand chêne. Il y avait du bœuf froid, du pain frais, 2 sortes de tartes et une baratte de babeur dans la source. 80 personnes le mangèrent debout, au soleil. Le buggy de Leland Chesney entra dans la cour à 12h20. On l'avait fait venir. Cardwell avait envoyé un mot au carrefour le vendredi soir, une note de la main de Susanna, qui disait ceci. « Le billet de T-Men arrive à échéance dimanche.
Je le réglerai samedi à midi à Elk Wells, devant le comté. Apportez le papier. La cour se tut par endroits, à mesure que les gens le remarquaient. Elle ne devint pas silencieuse. Le cheval de quelqu'un continuait de taper du sabot, et en haut de la sablière, deux jeunes hommes qui ne l'avaient pas vu arriver continuaient de clouer. Shenz descendit. Il avait le billet dans un étui en cuir, et il traversa la cour, son chapeau à la main. « Mademoiselle Craddock, Monsieur Chesson, c'est une belle charpente, dit-il. » Et il le pensait. C'était ça le truc avec lui. « Je voudrais une grange sur ce terrain, et je n'en aurais pas construit une meilleure. »« Alors vous feriez mieux de me faire une offre, dit Susanna, puisque vous avez fait tout ce chemin. » Il sourit un peu. Il posa l'étui sur la table en planche, parmi les plats à tarte. Puis il la fit à voix haute, devant tout le nord de ce comté, parce qu'elle ne lui avait laissé aucun autre endroit pour la faire. « Cedar Hollow n'est pas à vous, dit Chesney. Vous le tenez sur la parole d'une veuve. Signez-moi un bail pour la tannerie et les 2 ans de production qui vont avec, pour un salaire de 40 $ par mois pour la gérer. Et je déchire ce billet ici, sur cette table. T-Main garde son titre de propriété. Il garde sa maison. Personne n'est mis à la porte. Et ce comté obtient une tannerie en activité avec du transport derrière. » Il fit tourner son chapeau dans ses mains. « Ce n'est pas une offre cruelle. Je demanderai à n'importe quel homme ici de dire ce qu'il y a de cruel là-dedans. » Personne ne le fit. L'offre resta en suspens, et elle semblait raisonnable, parce qu'elle l'était. « Accepte, dit Abner. » La cour se tourna. Il était descendu de la charpente, les manches retroussées au-delà du coude. Et il se tenait au bout de la table en planche et le répéta, plus fort, pour qu'on ne puisse pas se méprendre. « Accepte, Susanna. C'est une bonne offre, et je ne vaux pas ce que tu signerais. » Susanna Craddock se tenait les mains le long du corps. « Non, dit-elle. » Elle le dit à Chesney, pas à Abner. Puis elle dit le reste, et cela prit environ 1 minute, et elle n'éleva pas la voix une seule fois, parce qu'elle avait été élevée dans une tannerie, où l'homme qui criait était l'homme qui avait perdu. « Monsieur Chesney, vous m'avez fait cette offre 2 fois maintenant, et à mon père 4 fois dans 2 États en 10 ans. C'est toujours la même offre. Vous prenez le travail et laissez le salaire. » Elle plongea la main dans son tablier. « J'ai une feuille de papier ici, et je n'en ai jamais eu auparavant, parce que je n'ai jamais écrit ce qu'on me devait. J'ai été élevé à ne pas le faire. Je pensais que demander, c'était comme mendier. » Elle la déplia. Il y a 41 noms dessus. Chacun d'eux est une personne dont j'ai eu le harnais, le collier ou la botte entre les mains depuis le 24 avril. Aucun d'eux ne m'a payé, parce que c'est le printemps, et que personne n'a d'argent au printemps. Elle leva les yeux. Je n'ai jamais demandé. Je demande maintenant. 296 $. C'est ce qui me manque pour atteindre 1180 $, avec l'argent du bétail de M. Tmen et le mien. Il y eut un silence d'environ 4 secondes. Puis Amasa Rundle sortit de la foule, la main dans la poche, en disant « 5 $, et je le sais depuis 2 mois », et les posa sur la planche à côté de l'étui en cuir. C'est comme ça que ça s'est passé. Ce ne fut pas une ruée. C'était plus lent et bien pire à regarder qu'une ruée, parce que ça se faisait un homme à la fois. Cardwell paya 13. Les frères Sisson payèrent 6 à eux deux et se disputèrent pour savoir lequel devait la part de l'autre. Madame Dunovin paya 4 sur l'argent du dîner et dit qu'elle le déduirait du compte de Susanna pour les clous. Un éleveur du Sud, qui ne lui avait jamais parlé de sa vie, posa 7 $ et dit que son collier n'avait pas irrité un cheval depuis le jour où elle l'avait ajusté. Peavy, le cocher, arriva en dernier avec 8 $ pour un fouet réparé et un jeu de sangles, et il était le 41e nom sur le papier. 296 $ furent posés sur cette planche en 20 minutes, en pièces, en petits billets, en 1 pièce d'or à côté d'un plat à tarte. Puis Rundle dit « Et je voudrais un 2e jeu pour le jeune attelage. 24 $, la moitié d'avance. » Et ça recommença. Ça fit le tour de la cour comme de l'eau qui trouve son niveau. 16 hommes commandèrent des harnais pour le cuir de l'année suivante cet après-midi-là, la moitié d'avance, à une femme avec 8 fosses et pas de bail, debout dans une cour qui devait être vendue sous ses pieds le lundi. Susanna écrivit chaque nom au dos de la feuille avec un crayon de charpentier. Sa main n'était pas stable, et elle n'osait pas lever les yeux. Leland Chesney se tenait à côté de son étui en cuir et regardait la scène. Ce n'était pas un homme stupide.
Il savait ce qu'il regardait avant tout le monde dans cette cour, y compris elle. C'était un marché de peau qu'il avait tenu pendant 12 ans, qui lui échappait, $1 à la fois. « Vous n'aurez pas de transport, dit-il. »« Nous aurons une route, dit Cardwell. J'ai 4 chariots. »« Vous avez 4 chariots et un contrat avec moi. » J'ai 4 chariots et j'étais au guet du 9e mile à l'automne 77, tenant vos mules. J'ai entendu ce que vous avez dit à ce chef de convoi 2 jours après que le bétail ait commencé à mourir. La cour devint alors très silencieuse. Même le cheval arrêta de taper du sabot. Leland Chesne regarda le transporteur un moment. Puis il regarda les 80 visages avec qui il avait fait des affaires pendant 20 ans. Et pour la première fois dans la mémoire de quiconque présent, sa main monta à son col. « J'ai jugé le risque faible, dit-il. »« Vous l'avez jugé, dit Abner Tmain. C'est tout ce qu'il dit. C'était suffisant. C'était la seule chose qui avait manqué pendant ces 2 années. Et ce fut dit calmement, à une table en planche, devant tout le monde, par un homme qui avait passé la matinée à monter une grange. Chesson resta là un autre moment. Puis il ouvrit l'étui, sortit le billet et le posa sur la planche. Ses mains étaient stables, mais elles prirent une seconde de plus que nécessaire. « 1180, dit-il. Comptez-le devant moi. » Ils le comptèrent devant lui. Personne ne se pressa. Le total était de $1180, et il n'y avait rien de plus. Il écrivit le reçu sur le dessus d'un tonneau, d'une belle écriture claire, et le signa. Puis il le donna à Susanna Kratich, plutôt qu'à Abner. Elle le remarqua. Elle pensa plus tard que c'était la seule excuse que cet homme était capable de faire. « Mademoiselle Craddock, dit-il, en 73, j'ai perdu un entrepôt de peau à Sacramento. $12 000 en une semaine. Il n'y a pas eu une seule personne dans cette ville qui soit venue mettre $1 sur une table pour moi. » Il mit son chapeau. « Je n'ai jamais su ce que j'avais fait de mal. Je ne le sais toujours pas. » Puis il monta dans son buggy et descendit à travers les chaînes. Ce comté ne fit plus jamais d'affaires importantes avec lui. Il vécut encore 26 ans. Ils finirent la grange à 6 heures. La dernière poutre fut hissée dans une lumière dorée. Toute la façade est ouverte. Quelqu'un avait apporté un violon, et le dîner de Madame Dunovant se transforma en souper sans que personne ne l'ait décidé. Abner Tmain la trouva au haillon au crépuscule, le reçut toujours plié dans sa main. « Tu aurais dû accepter son offre, dit-il. Tu as de la sciure dans les cheveux. »« Susanna, je sais ce que j'aurais dû accepter. » Elle se retourna et le regarda. « Monsieur Tmain, en avril, un homme m'a dit devant une rue que je n'étais pas ce qu'il avait commandé. Aujourd'hui, un autre homme m'a offert un salaire pour que je lui cède la seule chose que j'ai jamais construite. Tous les deux étaient raisonnables. J'en ai ma claque des hommes raisonnables. J'ai un billet payé et rien d'autre, dit Abner. 7 vaches, une maison que j'ai construite pour une femme que je n'ai jamais rencontrée. Vous avez une locataire qui a payé 4 mois d'avance et qui n'a pas l'intention de partir. » Il resta très immobile. « Dites ça clairement, dit-il. Je vais le dire clairement. » Elle mit le reçu dans son tablier. Ses mains, qui n'avaient pas tremblé pendant que 100 personnes la regardaient demander de l'argent à un comté, se mirent à trembler maintenant. « Je ne reste pas parce que vous m'avez accueilli. Je me serais sorti de cette route d'une autre manière. J'ai pensé à ça tous les soirs pendant 1 mois, et j'ai mis les mots en ordre, alors laissez-moi les dire. »« D'accord. Je suis resté la première nuit pour un toit, dit Susanna. Je suis resté le 9e jour pour les fosses. Je suis resté après ça, parce que vous avez construit une fenêtre au-dessus d'un banc de lavage pour une femme que vous n'aviez jamais vue, pour qu'elle puisse regarder la route et savoir quand quelqu'un rentrait à la maison. Personne dans ma vie n'a jamais pensé à moi avant mon arrivée. » Sa voix se brisa alors un peu. « J'ai 28 ans et j'ai été utile à tout le monde et choisi par personne. Alors c'est moi qui choisis. Abner Tmain, je vous demande de m'épouser. » En bas, dans la cour, 40 hommes faisaient semblant d'être très intéressés par un violon. « Vous m'avez posé une question tout le printemps, dit-elle, dans le désordre et jamais à voix haute. » Abner Tmain leva la main vers son visage, de la manière dont un homme touche une chose qu'on lui a dit qu'il pouvait toucher. « Oui, dit-il. Ils se marièrent le 19 juillet dans la nouvelle grange, car la maison ne pouvait contenir les gens qui vinrent. Le révérend Woodbury lut la cérémonie debout sur une planche entre 2 tonneaux. Lavina Hemphill donna la mariée, après avoir informé tout le monde à portée de voix qu'elle n'était pas assez vieille pour ça et qu'elle le faisait sous la contrainte. Amasa Rundle,
pleura comme un enfant pendant toute la cérémonie, puis le nia pendant 15 ans. Le salon fut meublé cet automne-là, un meuble à la fois, avec l'argent du cuir. Susanna choisit chaque pièce elle-même, c'était le but de la pièce. 2 chaises près du foyer, placées en angle l'une par rapport à l'autre, assez proches pour que 2 personnes puissent parler sans élever la voix. Un tapis de chiffon, une horloge qui perdait 4 minutes par semaine et qui ne fut jamais corrigée. En septembre, sans rien dire, Abner descendit l'étagère au-dessus du poêle et la replaça 4 pouces plus bas. La vieille cabane est toujours là. Il n'a pas voulu la démolir et elle ne le lui a jamais demandé. Elle abrite des harnais, du sel et les pommes d'hiver. Maintenant, la marche devant est usée à un endroit par une femme qui s'y asseyait le soir, attendant de voir si un homme viendrait s'asseoir à côté d'elle. Chaque année, la dernière semaine d'avril, il va s'asseoir un moment sur cette marche, seul. Puis il rentre pour le souper. Sa femme ne lui a jamais demandé à quoi il pense là-bas, parce qu'elle le sait. Et parce que certains chagrins ne sont pas des choses à guérir, ce sont seulement des choses à porter par quelqu'un qui a de l'aide. La tannerie de Cedar Hollow fonctionna pendant 42 ans. L'homme de Vandergrift vint finalement le printemps suivant. Il se tint près des fosses, enfonça son ongle dans un morceau de son cuir à sangle, puis posa $800 sur le champ. En 84, il y avait 14 fosses et 4 hommes qui y travaillaient. Et les harnais du comté sortaient de ce fond de ruisseau, au lieu d'un chariot de San Francisco. Lavina Hemphill prit son 5e de tout, chaque année, et ne laissa jamais personne appeler ça un cadeau. Elle dépensa la première partie pour une pierre tombale, et la bougie retourna sur la rampe du porche. Susanna les coulait elle-même après la première année, avec son propre suif, dans un moule qu'elle avait fabriqué. 6 à la fois, et une toujours allumée après la tombée de la nuit, de septembre à mai. Ce n'était pas pour une femme venant d'Ottumwa. Ce n'était pour personne en particulier. C'était seulement que la colline d'Elk Wells peut être vue à 4 miles de distance sur la route du comté. Un voyageur là-bas dans le noir, frigorifié, perdu et commençant à avoir peur, se dirigera vers une lumière sur une colline sans jamais savoir à qui elle appartient. 3 ou 4 fois par an, quelqu'un remontait ce chemin après la tombée de la nuit, l'ayant vu, et chacun d'eux fut nourri. Ainsi, la dernière chose que vous auriez vue en arrivant sur cette colline par une nuit noire dans cette région était une petite flamme stable, dans un bocal en verre sur une rampe blanche. Ce n'était plus toute la soirée d'un homme passé à attendre une étrangère. C'était une maison avec ses lampes allumées derrière elle, ne disant qu'une seule chose à quiconque était là-bas dans le noir. « Entrez donc, il fait chaud, on vous attend. » Et c'était l'histoire de Susanna et Abner. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous écoutez et ce que cette histoire a évoqué en vous. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine.